Le diagnostic était tombé comme un coup près. Cancer du sein, stade 3. Mathilde avait 42 ans, une carrière florissante d'architecte, un appartement lumineux donnant sur la Seine, et plus aucune illusion sur l'amour. Son divorce avec Julien remontait à 3 ans. 3 années pendant lesquelles ils avaient soigneusement évité tout contact au-delà des signatures nécessaires et des messages administratifs glacials. Elle se souvenait encore de leurs derniers mots, prononcés dans le bureau du notaire. « Je ne veux plus jamais te voir ». C'était elle qui avait dit cela, les yeux secs, le cœur déjà mort. Julien avait simplement hoché la tête, son visage impénétrable trahissant peut-être un éclair de douleur qu'elle avait choisi d'ignorer. Maintenant, assise dans le cabinet de l'oncologue, Mathilde regardait les brochures colorées sur la chimiothérapie et se demandait qui elle pourrait appeler. Sa mère vivait en Bretagne, trop âgée et fragile pour supporter cette épreuve. Ses amies avaient toutes des vies bien remplies, des enfants, des maris, des obligations. Elle ne voulait pas devenir un fardeau, une obligation morale, un sujet de conversation embarrassé lors des déjeuners. Le médecin parlait de protocole, de pourcentage de survie, de reconstruction possible, mais Mathilde n'entendait qu'un bourdonnement lointain. Elle était seule, vraiment seule. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle croyait avoir enterré avec son mariage, la peur absolue de disparaître sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Mathilde avait toujours été celle qui gardait le contrôle. Depuis l'enfance, elle avait appris à compter sur elle-même, à ne jamais montrer de faiblesse, à transformer chaque émotion en action productive. Cette stratégie l'avait menée loin. Diplômée de l'école d'architecture de Paris, elle avait fondé son propre cabinet à 30 ans et s'était rapidement fait un nom dans la conception de bâtiments écologiques, innovants. Son mariage avec Julien avait été passionné au début, 2 personnalités fortes qui s'attiraient comme des aimants. Lui était médecin urgentiste, habitué aux décisions rapides et aux situations extrêmes. Pendant 5 ans, ils avaient formé un couple admiré, invité partout, photographié lors des galas de charité. Puis les fissures étaient apparues. Les horaires impossibles de Julien, ses absences répétées, son incapacité à être présent émotionnellement, même quand il était physiquement là. Mathilde avait commencé à se sentir invisible dans sa propre vie. Elle lui reprochait de privilégier ses patients, de rentrer épuisé et distant, de ne jamais vraiment la voir. Lui l'accusait d'être froide, perfectionniste, incapable de comprendre les exigences de son métier. Les disputes étaient devenues quotidiennes, puis ils avaient cessé de se parler. Le divorce avait été sa décision à elle, une amputation nécessaire pour survivre. Elle avait tout obtenu, l'appartement, la fierté, la certitude d'avoir eu raison. Mais maintenant, 3 ans plus tard, face à la maladie qui menaçait de tout lui prendre, ses victoires semblaient terriblement vides. Vous à l'hôpital. Un simple SMS sur son téléphone. Marie-Claire m'a dit pour ton diagnostic. Je suis désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Julien. Mathilde avait fixé l'écran pendant de longues minutes, une vague de colère montant dans sa poitrine. Marie-Claire, leur amie commune, cette grande gueule incapable de garder un secret. Comment osait-elle raconter sa vie privée, même avec les meilleures intentions? Et comment osait-il, lui, Julien, se manifester maintenant avec ses formules polies et son « si tu as besoin ». Elle avait failli répondre quelque chose de cinglant, puis elle avait posé le téléphone et était allée se coucher. Mais le message restait là, comme une présence obstinée. 3 jours passèrent. Mathilde préparait minutieusement sa première séance de chimiothérapie prévue pour la semaine suivante. Elle avait acheté des foulards élégants pour quand elle perdrait ses cheveux, réorganisé son emploi du temps au cabinet, informer ses clients de son absence temporaire avec un professionnalisme impeccable. Elle avait même engagé une aide à domicile pour les jours où elle serait trop faible. Tout était sous contrôle, ou du moins c'est ce qu'elle se répétait. Le 4e jour, Julien sonna à sa porte. Mathilde portait encore son tailleur de travail, ses cheveux châtains relevés en chignon strict.
Elle ouvrit, surprise de le trouver là, plus âgé, mais essentiellement le même. Les mêmes yeux gris perçants, les mêmes épaules larges, la même présence qui avait le don de remplir instantanément une pièce. Il tenait un sac de course et la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pendant un instant interminable, ils se regardèrent simplement, le poids de 3 années de silence suspendu entre eux, comme une barrière invisible. « Qu'est-ce que tu fais ?» Là, les mots étaient sortis plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu, mais c'était sa défense habituelle. Julien ne broncha pas. Il entra doucement, posa le sac sur le comptoir de la cuisine et se tourna vers elle avec un calme désarmant. « Marie-Claire m'a expliqué que tu refuses de l'appeler, que tu refuses l'aide de tout le monde. Je te connais, Mathilde. Tu vas vouloir tout gérer seule, prouver que tu n'as besoin de personne et tu vas te détruire dans le processus. » Elle voulut protester, mais il leva la main. « Écoute-moi jusqu'au bout. Je ne suis pas venu pour raviver le passé ou pour te culpabiliser. Je suis venu parce que je suis médecin et que je sais exactement ce qui t'attend. La chimio n'est pas une promenade de santé. Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'accompagner aux séances, pour t'aider quand tu seras trop faible pour te lever, pour surveiller tes constantes et réagir si quelque chose tourne mal. » Mathilde croisa les bras, son armure habituelle. « J'ai engagé une aide à domicile. » Julien secoua la tête, une lueur de frustration traversant son regard. Une professionnelle qui ne te connaît pas, qui ne comprendra pas tes signaux, qui partira à 17h quoi qu'il arrive. Mathilde, sois raisonnable. Je t'offre mon aide, pas ma pitié. Je ne viens pas ici en tant qu'ex-mari nostalgique. Je viens en tant que médecin qui a vu des centaines de patients traverser ce que tu vas traverser, et en tant que quelqu'un qui te connaît assez bien pour savoir que tu vas essayer de tout affronter avec ta fichue fierté. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'ils n'avaient jamais dit. Finalement, elle murmura « Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ?» Il la regarda droit dans les yeux et répondit simplement « Parce que tu ne vas pas rester seule, pas pour ça, pas tant que je peux faire quelque chose. » Les premières semaines furent étranges et tendues. Julien s'installa dans la chambre d'amis, celle qui servait habituellement de bureau à Mathilde. Il respectait scrupuleusement son espace, ne s'imposait pas, mais était toujours là quand elle en avait besoin. Le jour de sa première chimiothérapie, il l'accompagna à l'hôpital. Dans la salle d'attente, elle observait les autres patients, certains avec des proches qui leur tenaient la main, d'autres seuls, comme elle l'aurait été. Julien lisait un journal médical, apparemment détendu, mais elle remarquait la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts tapotaient légèrement contre l'accoudoir. Quand son nom fut appelé, il se leva avec elle. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. La perfusion commença, le liquide froid se répandant dans ses veines. Julien s'assit à côté d'elle et, après un moment d'hésitation, prit sa main. Ce geste simple la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant les 3 heures que dura la séance, il lui parla de choses insignifiantes. Un nouveau restaurant qui avait ouvert dans le quartier, un film qu'il avait vu, des anecdotes de l'hôpital soigneusement choisies pour être légères et distrayantes. Sa voix était un ancrage dans la tempête qui commençait à se déchaîner dans son corps. Les effets secondaires arrivèrent le soir même. Nausées violentes, fatigue écrasante, sensation que son corps ne lui appartenait plus. Julien resta éveillé toute la nuit, lui tenant les cheveux quand elle vomissait, lui apportant de l'eau glacée, surveillant sa température avec une attention professionnelle, mais aussi avec une tendresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À l'aube, épuisée, Mathilde s'endormit enfin. Quand elle se réveilla, il dormait assis dans le fauteuil près de son lit, le visage marqué par la fatigue. Quelque chose se fissura dans son cœur, si soigneusement blindé. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en 1 mois, puis 2. La routine s'installa, une danse délicate entre 2 personnes qui avaient été intimes et étaient devenues des étrangers. Julien cuisinait des repas légers que Mathilde pouvait garder. Il l'aidait à se laver les cheveux avant qu'ils ne commencent à tomber par poignées. Quand le moment vint, il fut celui qui tint le rasoir, ses mains incroyablement douces, pendant qu'il rasait ce qui restait de sa chevelure. Mathilde pleura ce jour-là, pour la première fois depuis le diagnostic. Elle pleura sur sa féminité perdue,
sur son corps qui la trahissait, sur toutes les années gaspillées en fierté et en silence. Julien la tint contre lui, silencieux, offrant simplement sa présence. « Je suis hideuse », murmura-t-elle entre deux sanglots. Il écarta doucement son visage pour la regarder, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Tu es vivante et tu es magnifique, plus magnifique que jamais parce que je te vois enfin vraiment, sans tous les masques que nous portions tous les deux. » Ce n'étaient pas des mots vides. Elle le voyait dans ses yeux. Lentement, une nouvelle intimité se créait entre eux, différente de celle de leur mariage. C'était une intimité née de la vulnérabilité, de la nécessité, mais aussi de quelque chose de plus profond. Des conversations tard dans la nuit, quand Mathilde ne pouvait pas dormir. Des confidences qu'ils n'avaient jamais partagées, même mariés. Julien lui parla de son épuisement pendant leurs dernières années ensemble, de sa culpabilité de ne jamais être à la hauteur, de comment son travail était devenu un refuge pour éviter les conflits qu'il ne savait pas gérer. Mathilde admit sa propre part de responsabilité, son besoin de perfection qui ne laissait aucune place à l'erreur, sa peur de la dépendance, qui l'avait rendue incapable d'accepter du soutien, même quand elle en avait désespérément besoin. Un soir, après sa 4e séance de chimiothérapie, Mathilde était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture trop faible pour bouger. Julien préparait du thé dans la cuisine. Elle le regardait se déplacer dans son espace, cet homme qui avait été son mari, qui était devenu son ennemi, et qui était maintenant quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» demanda-t-elle soudain. « La vérité, Julien. Pas tes raisons nobles de médecin dévoué. » Il s'arrêta, la théière à la main, puis vint s'asseoir en face d'elle. Son visage était grave, vulnérable d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. « Parce que je ne t'ai jamais arrêté de t'aimer, » dit-il simplement. « Même quand tu m'as quitté, même quand tu m'as dit ces mots terribles, dans le bureau du notaire. J'étais en colère, blessé, mais jamais je n'ai cessé de t'aimer. Quand Marie-Claire m'a appelé, paniqué parce que tu refusais toute aide, j'ai su que c'était peut-être ma dernière chance de te montrer ce que j'aurais dû te montrer pendant notre mariage, que tu comptes plus que tout, que je serais prêt à tout abandonner pour être là pour toi. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Mathilde. « Je t'ai détesté, » murmura-t-elle. « Je t'ai détesté de m'avoir fait me sentir si seule alors que j'étais mariée. Je t'ai détesté de ne jamais être là, de toujours choisir l'hôpital plutôt que moi. Je me suis senti comme une option, jamais une priorité. » Julien hocha la tête, ses propres yeux brillants de larmes contenues. « Tu avais raison de me détester. J'ai été un mari lamentable. Mais je voudrais une chance d'être autre chose maintenant. Pas ton mari, pas encore. Juste quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui te voit vraiment. » La nuit. Il tomba sur Paris, les lumières de la ville scintillant à travers les grandes fenêtres. Mathilde et Julien restèrent assis, face à face, des années de non-dits se déversant enfin dans l'espace entre eux. Les semaines suivantes apportèrent une transformation subtile. Mathilde commença à permettre à Julien de la voir dans sa faiblesse, chose qu'elle n'avait jamais faite pendant leur mariage. Elle arrêta de se cacher quand elle pleurait, de prétendre que tout allait bien quand elle avait peur. Julien, de son côté, apprit à ralentir, à être présent non pas comme un médecin résolvant un problème, mais comme un homme accompagnant une femme qu'il aimait. Il prit un congé sabbatique à l'hôpital, chose impensable autrefois. Ses collègues furent choqués. Mais il s'en fichait. Pour la première fois de sa vie professionnelle, il mettait quelqu'un d'autre en premier. Un matin, Mathilde se réveilla et ne le trouva pas dans l'appartement. Une note sur la table de la cuisine disait simplement « Reviens. Dans 2 heures, fais-moi confiance. » Curieuse et légèrement inquiète, elle attendit. Quand Julien revint, il portait une grande boîte. « Ouvre !» dit-il avec un sourire mystérieux. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de foulards. Certains en soie délicate, d'autres en coton coloré, chacun plus beau que le précédent. « Je sais que tu as déjà des foulards pratiques, » dit-il doucement. « Mais ceux-là sont différents. Chacun vient d'un endroit où nous avons dit que nous irions ensemble, mais où nous ne sommes jamais allés. Ce bleu vient d'un marché à Marrakech, ce rouge est de Lisbonne, celui-ci avec les motifs dorés vient d'une petite boutique à Kyoto.
Mathilde toucha les tissus avec émerveillement, sentant leur texture sous ses doigts. « Tu te souviens de toutes nos promesses ?» Julien s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je me souviens de tout. Et quand tu auras terminé ce traitement, quand tu seras guéri, nous irons dans chacun de ces endroits. Pas comme avant, pas en courant entre deux obligations. Lentement, ensemble, comme nous aurions toujours dû le faire. » Le 5e mois de traitement apporta des nouvelles encourageantes. Les examens montraient une régression significative de la tumeur. L'oncologue parlait de rémission possible, de perspectives positives. Mathilde pleurait encore, mais cette fois de soulagement. Dans la salle d'examen, Julien la serrait contre lui, son propre soulagement palpable. Ils sortirent de l'hôpital dans le soleil de printemps, Paris s'éveillant autour d'eux après un long hiver. « Je veux marcher », dit Mathilde soudain. « Pas un taxi, pas le métro. Je veux marcher dans cette ville et sentir que je suis vivante. » Ils marchèrent le long de la Seine, leurs pas lents mais réguliers. Mathilde portait l'un des foulards de Julien, celui de Lisbonne, rouge vif contre sa peau pâle. Des passants les regardaient, un couple ordinaire profitant d'une belle journée. Personne ne pouvait deviner les batailles qu'ils avaient livrées séparément et ensemble. Près du pont des Arts, Mathilde s'arrêta. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Quand tu as dit que tu ne m'avais jamais arrêté de m'aimer, je n'ai rien répondu. Je n'étais pas prête. » Julien attendit, patient comme il avait appris à l'être. « La vérité, c'est que je ne t'ai jamais arrêté de t'aimer non plus, » continua Mathilde. « Je t'ai détesté, oui, j'ai voulu t'effacer de ma vie. Mais c'était parce que t'aimer faisait trop mal, parce que je ne savais pas comment te garder sans me perdre moi-même. » Elle prit ses mains dans les siennes, ses doigts entrelaçant les siens. « Ces mois ensemble m'ont montré que nous pouvions être différents, que nous avons tous les deux changé. Tu m'as vu au pire moment de ma vie et tu es resté. Tu ne m'as pas sauvé, je me suis sauvé moi-même, mais tu étais là, et ça a fait toute la différence. » Julien l'attira doucement contre lui, son menton reposant sur le sommet de sa tête couverte du foulard rouge. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion. Mathilde se détacha légèrement pour le regarder dans les yeux. « On recommence, pas comme avant, quelque chose de nouveau, construit sur qui nous sommes vraiment, pas sur qui nous pensions devoir être. » Ils scellèrent cette promesse d'un baiser, leur premier depuis des années, doux et chargé de toutes les secondes chances que la vie offre parfois. Autour d'eux, Paris continuait sa vie trépidante, indifférente au miracle tranquille qui se déroulait sur ce pont. Les mois suivants furent une période de guérison à tous les niveaux. Le corps de Mathilde se renforçait lentement. Ses cheveux commençaient à repousser en boucles courtes et rebelles qu'elle apprit à aimer. Son travail l'attendait, mais elle y retourna différemment, avec des priorités réorganisées. Julien reprit son poste à l'hôpital, mais avec des horaires modifiés, des limites claires. Ils apprirent à se construire une vie commune qui respectait leurs individualités, qui célébrait leurs forces tout en acceptant leurs faiblesses. Marie-Claire, lors d'un dîner où elle s'excusa 1000 fois d'avoir trahi la confidentialité de Mathilde, fut surprise de recevoir à la place un bouquet de fleurs et une carte disant « Merci d'avoir été une grande gueule. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. » Les amis qui avaient disparu pendant la maladie revinrent lentement, certains gênés, d'autres sincèrement soulagés. Mathilde apprit à pardonner les absences, comprenant maintenant que la vulnérabilité effraie même ceux qui nous aiment. Elle comprit aussi que certaines personnes ne savent simplement pas comment être présentes face à la souffrance, et que ce n'était pas nécessairement par manque d'affection, mais par manque de courage ou de compréhension. 1 an après le diagnostic, Mathilde reçut officiellement le terme tant attendu, rémission complète. Les cellules cancéreuses avaient disparu, son corps avait gagné la bataille. Dans le cabinet de l'oncologue, elle et Julien se regardèrent, incapables de parler tant l'émotion était forte. Ce soir-là, Julien prépara un dîner spécial dans leur appartement, celui qu'ils partageaient maintenant officiellement. Des bougies illuminaient la table, une musique douce jouait en arrière-plan. Après le dessert, il sortit une petite boîte. Mathilde sentit son cœur s'accélérer. « Ce n'est pas une demande en mariage », dit-il rapidement. Voyant son expression,
Pas encore. Nous avons dit que nous prendrions notre temps et je respecte cela. Il ouvrit la boîte pour révéler une fine chaîne en or portant un petit pendentif représentant un phénix. C'est pour te rappeler que tu as traversé le feu et que tu en es ressorti transformée, plus forte, plus vraie. Mathilde toucha le pendentif, les larmes aux yeux. « Aide-moi à le mettre !» Julien attacha le collier autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau, avec une tendresse infinie. « Tu sais ce que j'ai réalisé pendant tout ce temps ?» dit Mathilde doucement, « que parfois nous devons nous briser complètement pour nous reconstruire correctement. Mon mariage avec toi devait se terminer pour que nous puissions avoir une vraie chance ensemble. Ma maladie devait arriver pour que je puisse enfin accepter d'avoir besoin de quelqu'un. » Julien s'assit en face d'elle, prenant ses mains. « Et moi, j'ai dû te perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. J'ai passé des années à sauver des vies d'étrangers tout en laissant mourir la chose la plus précieuse que j'avais. Les mois se transformèrent en une année, puis deux. Mathilde et Julien ne se marièrent pas immédiatement, préférant savourer cette période de redécouverte. Ils voyagèrent ensemble, visitant chaque endroit représenté par les foulards qu'ils lui avaient offerts. À Marrakech, ils se perdirent dans les souks et rirent comme des enfants devant les vendeurs insistants. À Lisbonne, ils montèrent aux collines pavées main dans la main, s'arrêtant dans de minuscules restaurants pour goûter les pastéis de nata et boire du vin de Porto. À Kyoto, ils contemplèrent les cerisiers en fleurs et Mathilde comprit viscéralement ce que signifiait la beauté éphémère, cette conscience aiguë que la vie est précieuse précisément parce qu'elle est fragile. Le cabinet d'architecture de Mathilde prospéra avec une nouvelle direction. Elle commença à concevoir des espaces de guérison, des centres de cancérologie, où l'architecture elle-même devenait un outil thérapeutique. Lumière naturelle, espace vert, intimité respectée. Son expérience personnelle informait chaque décision de design. Julien, inspiré par son parcours, créa un programme à l'hôpital pour former les médecins à mieux communiquer avec les patients gravement malades. Il enseignait ce qu'il avait appris, que parfois, la présence vaut plus que n'importe quel traitement, que voir vraiment quelqu'un peut être l'acte médical le plus important. Un soir, 3 ans après le diagnostic initial, alors qu'ils dînaient sur leur terrasse face au coucher de soleil, Julien posa son verre et regarda Mathilde intensément. « Je crois que c'est le bon moment maintenant, » dit-il simplement. Mathilde sourit, sachant exactement ce qu'il voulait dire. « Oui, je crois aussi. » Cette fois, la demande en mariage fut simple, intime, sans témoin. Juste eux deux, et Paris qui s'illuminait autour d'eux. Juste eux deux, et toute l'histoire qu'ils avaient vécue. Défaite et reconstruite ensemble. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans un petit jardin secret au cœur de Paris que seuls les initiés connaissaient. C'était l'automne, les feuilles prenant des teintes d'or et de cuivre. Mathilde portait une robe simple, élégante, ses cheveux maintenant longs et sains coiffés avec l'un des foulards de Julien, celui de Kyoto cette fois. Pas de grande cérémonie, juste leurs amis les plus proches et la mère de Mathilde, venue de Bretagne, les yeux brillants, de larmes heureuses. Marie-Claire était là, évidemment, servant de témoin et pleurant bruyamment pendant toute la cérémonie. « Je vous avais dit que j'avais un bon instinct », répétait-elle à qui voulait l'entendre. Quand vint le moment des vœux, Mathilde et Julien avaient chacun écrit les leurs. Julien parla le premier, sa voix ferme, malgré l'émotion. « Je te promets de te voir chaque jour, vraiment te voir, pas la version de toi que je voudrais ou que j'imagine, mais toi dans toute ta complexité, ta force et ta vulnérabilité. Je te promets d'être présent, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Je te promets que tu ne resteras jamais seul, quoi que la vie nous réserve. » Mathilde prit une profonde inspiration avant de parler, son regard ancré dans celui de Julien. « Je te promets de laisser tomber mes armures, de te laisser entrer même quand j'ai peur. Je te promets de nous laisser être imparfaits, d'accepter que l'amour n'est pas une performance, mais une pratique quotidienne. Je te promets de me souvenir que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais le plus grand acte de courage. » Ils échangèrent des alliances simples, gravées à l'intérieur des mots. « Tu n'es pas seul. » La cérémonie fut courte, mais profondément émouvante. Chaque mot pesé et sincère. La réception fut joyeuse et décontractée,
remplie de rires et de toasts sincères. Mais le moment le plus mémorable vint quand la mère de Mathilde demanda le silence pour porter son propre toast. La vieille dame se leva avec difficulté, son verre tremblant légèrement dans sa main. « Ma fille a toujours été la personne la plus forte que je connaisse, » commença-t-elle, sa voix étonnamment claire. « Mais pendant longtemps, j'ai eu peur que cette force devienne une prison, qu'elle ne permette jamais à personne de vraiment la connaître. » Elle se tourna vers Julien. « Tu lui as offert quelque chose que personne d'autre n'avait pu faire. Tu es resté quand elle était au plus bas, quand elle ne pouvait plus prétendre être invincible. Et toi, elle regarda Mathilde avec une tendresse infinie. Tu as finalement accepté ce que je n'ai jamais pu t'enseigner, que nous avons tous besoin de quelqu'un, que la vraie force, c'est de pouvoir être faible avec la bonne personne. » Les applaudissements éclatèrent. Mais Mathilde ne les entendait pas. Elle regardait sa mère, puis Julien, puis tous ces visages autour d'elle, ces gens qui formaient le tissu de sa vie. Pour la première fois, elle comprenait viscéralement qu'elle n'était pas seule, qu'elle ne l'avait jamais vraiment été. Elle avait simplement eu trop peur pour le voir. La nuit tomba sur le jardin secret, les lumières suspendues, créant une atmosphère féerique. Mathilde et Julien dansèrent leur première danse comme mari et femme pour la deuxième fois, mais c'était une première danse authentique, ancrée dans qui ils étaient vraiment devenus. « À quoi penses-tu » murmura Julien contre son oreille. Mathilde sourit contre son épaule. « Je pense à toutes ces années perdues, puis je me dis que peut-être elles n'étaient pas perdues. Peut-être que nous devions vivre tout ce parcours pour arriver ici, exactement à ce moment. » Les années qui suivirent apportèrent leur lot de défis ordinaires et extraordinaires. Mathilde eut une alerte quelques années après sa rémission, une petite masse détectée lors d'un examen de routine. La terreur revint, brutale et familière, comme un fantôme du passé qui refusait de disparaître incomplètement. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Julien était là pour chaque examen, chaque résultat, et quand il fut confirmé que c'était bénin, ils célébrèrent tranquillement, conscients de la fragilité précieuse de la vie. Ils eurent des disputes aussi, parce que l'amour ne résout pas tout, et que deux personnalités fortes créent inévitablement des frictions. Mais maintenant, ils savaient communiquer. Ils avaient appris l'art difficile de se battre sans se détruire, de protéger leur relation même au milieu des désaccords. Mathilde ouvrit une fondation pour aider les femmes seules traversant un cancer, leur offrant non seulement un soutien financier, mais aussi un réseau de personnes qui comprenaient vraiment. Elle appelait ce projet « Tu n'es pas seul » et il devint son héritage le plus important, au-delà de tous les bâtiments magnifiques qu'elle avait conçus. Julien écrivit un livre sur son expérience, un guide pour les proches de personnes gravement malades. Il y parlait honnêtement de ses erreurs passées, de comment il avait dû apprendre à être présent, à mettre de côté son besoin de réparer pour simplement accompagner. Le livre toucha des milliers de personnes et devint une référence dans les écoles de médecine. 10 ans après le diagnostic initial, lors d'un dîner d'anniversaire intime, Mathilde et Julien levèrent leurs verres l'un vers l'autre. « À nous, » dit Julien, « à la seconde chance que nous n'aurions jamais cru possible. » Mathilde sourit, touchant le pendentif phénix qu'elle portait toujours, à la transformation, au courage de se briser et de se reconstruire, à tout ce que nous avons appris et à tout ce qui nous attend encore. Ce que ni l'un ni l'autre ne dirent ce soir-là, mais qu'ils savaient tous les deux, c'est que le cancer avait été à la fois la pire et la meilleure chose qui leur soit arrivée. Il avait forcé Mathilde à lâcher prise sur son besoin de tout contrôler, à accepter sa vulnérabilité comme une force plutôt qu'une faiblesse. Il avait appris à Julien à ralentir, à prioriser ce qui comptait vraiment, à comprendre que sauver une vie n'avait de sens que si on était présent pour la vivre. Leur histoire n'était pas un conte de fées où l'amour conquiert tout. C'était quelque chose de plus précieux et de plus rare, deux personnes imparfaites qui avaient échoué ensemble, qui s'étaient blessées mutuellement, mais qui avaient trouvé le courage de revenir et d'essayer différemment. C'était l'histoire d'une femme qui avait appris que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, et d'un homme qui avait découvert que la vraie guérison exigeait plus que des compétences médicales. C'était l'histoire
de la deuxième chance, non pas comme une répétition de la première, mais comme une création entièrement nouvelle, forgée dans le feu de la souffrance et polie par la patience et l'amour authentique. Paris continuait de tourner autour d'eux, ville de lumière et de promesses, témoins silencieux de leur transformation. Dans leur appartement surplombant la Seine, Mathilde et Julien se tenaient sur la terrasse, regardant les lumières scintiller dans l'obscurité. Elle portait toujours ses foulards, maintenant par choix plutôt que par nécessité. Chacun, un rappel des promesses tenues et des aventures vécues. Lui gardait dans sa poche une photo d'elle, prise pendant son traitement, chauve et souriante, pour ne jamais oublier ce que signifiait vraiment être là pour quelqu'un. Cette photo était son talisman, son rappel constant de ce qui importait vraiment dans la vie. L'héritage de cette histoire n'était pas seulement leur amour retrouvé, mais toutes les vies qu'ils touchaient à travers leur travail et leur exemple. La fondation de Mathilde aidait des centaines de femmes chaque année, leur rappelant qu'elles n'étaient pas seules dans leur combat. Le livre de Julien changeait la façon dont les professionnels de santé abordaient les soins palliatifs et le soutien aux malades graves. Ensemble, ils donnaient des conférences sur la résilience, la seconde chance et la transformation que peut apporter la vulnérabilité acceptée. Leur message était simple mais puissant. La vie nous brise tous d'une manière ou d'une autre. Ce qui définit notre existence n'est pas d'éviter la brisure, mais comment nous nous reconstruisons après, et surtout, si nous acceptons de laisser les autres nous aider dans ce processus. Mathilde parlait souvent aux femmes nouvellement diagnostiquées, leur disant « Le cancer m'a volé mes cheveux, ma santé temporairement, ma certitude d'un futur garanti. Mais il m'a aussi donné quelque chose d'inestimable, la clarté de voir ce qui compte vraiment, le courage de lâcher mes armures et la chance de découvrir qui serait encore là quand je n'avais plus rien à offrir qu'une main tremblante à tenir. » Julien, de son côté, formait de jeunes médecins en leur racontant son échec. « J'étais un excellent médecin, mais un mari lamentable. J'ai dû apprendre la différence entre soigner et accompagner, entre réparer et être présent. La médecine m'avait appris à combattre la mort. L'amour m'a appris à célébrer la vie, même fragile, même imparfaite. » Leurs mots résonnaient parce qu'ils étaient authentiques, nés d'une expérience vécue plutôt que d'une théorie confortable. Les étudiants en médecine qu'ils formaient repartaient avec une compréhension plus profonde de leur futur métier, une conscience que la technique ne suffisait pas sans l'humanité. Chito. Un crépuscule de leur vie, quand les cheveux de Mathilde prirent des teintes argentées naturelles et que le dos de Julien se courba légèrement sous le poids des années, ils se retrouvèrent souvent sur cette même terrasse, contemplant la ville qui avait été témoin de toute leur histoire. Ils parlaient moins maintenant, les mots devenus moins nécessaires après tant d'années de compréhension mutuelle. Un simple regard suffisait, une main tendue, un sourire complice. Les petits-enfants qu'ils n'avaient jamais eus biologiquement, ils les trouvèrent dans les enfants des femmes aidées par la Fondation, dans les étudiants formés par Julien, dans tous ces jeunes vies qu'ils avaient touchées indirectement. Leur appartement se remplissait régulièrement de rires et de visites, de gratitude exprimée maladroitement par ceux qui avaient bénéficié de leur travail. Un soir, alors que Mathilde était particulièrement silencieuse, Julien lui demanda doucement « À quoi penses-tu, mon amour ?» Elle tourna vers lui, ses yeux toujours aussi vifs malgré l'âge. « Je pense que si on m'avait dit, ce jour terrible où j'ai reçu mon diagnostic, que 10 ans plus tard je remercierais presque le cancer d'être arrivé, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est la vérité. Cette maladie m'a forcé à vivre vraiment, à aimer vraiment, à être vraiment moi-même. » Julien l'attira contre lui avec la tendresse patiente de décennies partagées. « Tu sais ce que tu m'as appris ?» dit-il. « Que le plus grand privilège n'est pas d'être fort tout le temps, mais d'être digne de confiance quand quelqu'un est faible. Que l'amour n'est pas une émotion, mais un choix quotidien. Que tenir une promesse, même difficile, même coûteuse, est ce qui donne du sens à une vie. » Ils restèrent ainsi, 2 silhouettes entrelacées contre le ciel de Paris qui passait du rose au violet puis au noir velouté de la nuit. L'histoire de Mathilde et Julien n'avait rien d'exceptionnel en surface. Des milliers de couples divorcent et parfois se retrouvent.
Des milliers de personnes affrontent le cancer et survivent, mais ce qui rendait leur parcours remarquable était l'honnêteté brutale avec laquelle ils avaient affronté leurs échecs, le courage qu'il avait fallu pour revenir l'un vers l'autre sans garantie de succès, et la transformation profonde qu'ils avaient tous deux acceptée. Mathilde n'était plus la femme froide et perfectionniste qui avait demandé le divorce. Elle avait appris la vulnérabilité, l'humilité, l'acceptation de ses limites. Julien n'était plus le médecin absent et émotionnellement distant. Il avait découvert que le plus grand acte de guérison était parfois de simplement être là, présent et attentif. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de nouveau, non pas en effaçant qui ils avaient été, mais en intégrant leurs erreurs passées dans une sagesse durement acquise. Leur amour n'était pas celui des jeunes couples, passionnés et aveugles. C'était un amour conscient, choisi quotidiennement, nourri par la compréhension que rien n'est garanti et que chaque jour ensemble est un cadeau. Les foulards que Julien avait offerts pendaient maintenant dans un cadre au mur, une installation artistique qui racontait leur histoire sans mots. Marrakech, Lisbonne, Kyoto et tous les autres endroits qu'ils avaient visités ensemble. Chaque tissu un chapitre de leur roman personnel. Les visiteurs demandaient souvent leur signification et Mathilde répondait simplement « Ce sont des promesses tenues, des secondes chances, saisies, des souvenirs construits intentionnellement. » Parfois, tard dans la nuit, elle se réveillait et regardait Julien dormir à côté d'elle, son souffle régulier, une berceuse familière. Elle touchait alors son pendentif phénix et pensait à ce jour terrible dans le cabinet de l'oncologue, où elle s'était crue condamnée à affronter seule l'épreuve la plus terrifiante de sa vie. Elle pensait à comment tout avait changé depuis. Elle pensait à l'arrivée inattendue de Julien, à sa déclaration ferme. « Tu ne vas pas rester seule ». Ces mots avaient changé tout le cours de sa vie, non pas parce qu'il l'avait sauvée du cancer, mais parce qu'il l'avait sauvée d'elle-même, de son orgueil destructeur, de sa peur paralysante de la dépendance. Le cancer avait été le catalyseur, mais la vraie transformation était venue du choix conscient de deux personnes de faire mieux, d'être mieux, ensemble. C'était venu des heures interminables où Julien était resté éveillé à côté d'elle pendant les nuits, difficiles où il avait tenu ses cheveux pendant qu'elle vomissait, où il avait rasé sa tête avec une tendresse infinie. C'était venu de la patience qu'il avait montrée, ne demandant rien en retour, offrant simplement sa présence stable et fiable. Et c'était venu aussi de Mathilde elle-même, de son courage à laisser tomber ses défenses, à accepter l'aide, à reconnaître qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. La guérison physique n'avait été que la surface. La vraie guérison était émotionnelle, relationnelle, spirituelle. C'était la reconstruction d'une femme qui avait cru que la force signifiait l'indépendance absolue et d'un homme qui avait cru que sa valeur résidait uniquement dans sa capacité à résoudre des problèmes. Ensemble, ils avaient découvert une vérité plus nuancée. La vraie force réside dans l'interdépendance, dans la capacité à être vulnérable avec la bonne personne, dans le courage de dire « j'ai besoin de toi » et « je suis là pour toi ». Paris dormait autour d'eux, ville éternelle, qui avait vu tant d'histoires d'amour naître, mourir et parfois miraculeusement renaître. Dans leur appartement surplombant la Seine, Mathilde et Julien incarnaient cette possibilité de renaissance, ce rare et précieux second acte qui réécrit toute l'histoire. Ils étaient la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour devenir la meilleure version de soi-même. Si quelqu'un leur demandait maintenant quel était le secret d'une relation réussie, ils répondraient probablement en riant qu'il n'y avait pas de secret, juste beaucoup de travail, de communication et de volonté de continuer à choisir l'autre même quand c'était difficile. Mais s'il devait être complètement honnête, il dirait que parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Il faut être brisé pour reconstruire quelque chose de plus solide. Il faut affronter sa mortalité pour apprendre à vraiment vivre. Le cancer de Mathilde avait été un cadeau terrible et involontaire. Un catalyseur brutal qui avait forcé deux personnes têtues et blessées à mettre de côté leur fierté et à voir ce qui avait toujours été là. Un amour profond qui n'avait jamais vraiment disparu, juste enfoui sous des années de ressentiment
et de communication ratée. Julien avait tenu sa promesse. Mathilde n'était pas restée seule, pas pour le cancer, pas pour la guérison, pas pour la reconstruction de sa vie. Et dans ce choix simple mais profond de rester, de persister, d'être présent jour après jour, il avait démontré une vérité fondamentale, que l'amour n'est pas un sentiment qui arrive et disparaît comme la marée, mais un engagement actif, une décision renouvelée chaque matin. L'histoire de Mathilde et Julien continuerait bien sûr, avec de nouveaux chapitres, de nouveaux défis, de nouvelles joies. Mais le cœur de leur histoire était écrit dans cette période transformatrice, où la maladie avait révélé ce qui était essentiel, où la vulnérabilité était devenue une force, et où deux personnes avaient trouvé le courage de recommencer. Non pas en effaçant le passé, mais en l'intégrant dans quelque chose de plus sage et de plus authentique. Et si on leur demandait le moment décisif, celui qui avait tout changé, ils pointeraient tous les deux vers cet instant sur le pas de la porte, quand Julien était apparu avec un sac de course et une promesse simple mais puissante, « Tu ne vas pas rester seul ». Ces 6 mots avaient tout changé, déclenchant une cascade d'événements qui les avaient menés là où ils étaient maintenant, de-delà de leur propre histoire. Elle vivait dans chaque femme que la fondation de Mathilde aidait, dans chaque médecin que Julien formait, dans chaque vie touchée par leur exemple. Tu ne vas pas rester seul était devenu plus qu'une promesse personnelle. C'était devenu un principe, une philosophie de vie, un rappel que l'humanité se mesure à notre capacité à être présents les uns pour les autres dans les moments les plus sombres. Mathilde et Julien avaient appris que la vraie victoire n'était pas de vaincre le cancer seul, mais d'accepter de ne pas avoir à le faire. Que la vraie force n'était pas de tout supporter sans aide, mais de reconnaître quand on en avait besoin. Que le véritable amour n'était pas l'absence de conflit ou d'échec, mais la volonté de revenir et d'essayer encore après avoir échoué. Leur histoire était un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la vulnérabilité acceptée, du courage de demander de l'aide et de la grâce de la seconde chance. C'était une histoire d'espoir pour tous ceux qui pensaient avoir tout perdu, pour tous ceux qui se sentaient seuls face à l'adversité, pour tous ceux qui croyaient qu'il était trop tard pour changer. Parce que leur histoire prouvait qu'il n'est jamais trop tard, que les fins peuvent devenir des commencements, et que parfois les plus belles histoires d'amour sont celles qui renaissent des cendres. Dans la nuit parisienne, alors que les dernières lumières s'éteignaient et que la ville s'endormait, Mathilde et Julien restaient éveillés sur leur terrasse, témoins silencieux de leur propre miracle. Ils avaient traversé le feu et en étaient ressortis transformés, non pas indemnes, mais plus forts, non pas sans cicatrices, mais avec la sagesse que seule la souffrance peut enseigner. Et dans le silence partagé de cette nuit, ils comprenaient tous les deux la vérité la plus profonde qu'ils avaient apprise, que personne ne devrait jamais avoir à rester seul, et que le plus grand cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est simplement d'être là, présent, constant, fidèle, quoi qu'il arrive.